Salut les aventuriers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va faire un focus sur les vainqueurs de koh Lanta. Parmi mes toutes premières vidéos, j'avais indiqué les énéatypes les plus ou moins favorisés pour une victoire dans koh Lanta. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder les types de chaque gagnant du jeu. Alors selon moi, ça donnerait ceci. Premièrement, malheureusement, il y a certaines personnes pour lesquelles le type n'est pas certain. C'est matérialisé par un point d'interrogation dans le tableau. J'ai tenté pour préparer la vidéo de revoir vite fait quelques passages de certains candidats dont je me souvenais plus très bien, histoire de ne pas dire n'importe quoi. Ça m'a permis par exemple de resituer Wendy dans l'énéatype 9, alors que par paresse, dans mon souvenir, je me disais que c'était une 4. En revoyant ces scènes, j'ai bien vu que c'était une 9, pas d'originalité. Elle a fait une aventure simple, sans vague. Après, j'ai essayé de revoir Isabelle et Delphine de la saison 3 ou François David qui a gagné la saison 6. Je vous avoue, sans grand succès. J'ai pas changé d'avis, mais c'est pas évident. Donc j'ai mis des points d'interrogation. Si vous avez des idées, des arguments ou des questions sur les typages, vous pouvez les mettre en commentaire. Deuxièmement, c'est important de rappeler que sur la ligne de départ, les énéatypes ne sont pas équitablement représentés, à savoir qu'on retrouve énormément moins de type 5 et dans une moindre mesure des 2 et des 9 que les autres types. Ce sont les types les moins télégéniques, les moins intéressants à montrer à la télé. Donc voilà, s'il n'y a pas d'audience à la clé, ça intéresse moins TF1. A l'inverse, il semblerait qu'il y a légèrement plus de type 4 et de type 1. Voilà, ce seraient les types les plus représentés dans koh Lanta, selon moi. Ce rappel pour dire qu'on ne peut pas se limiter là à regarder quel type gagne plus souvent que les autres. Il y a une pondération à faire en prenant en compte ce qu'on vient de dire. Le deuxième rappel, c'est qu'en plus du type de l'énéatype, un critère important pour juger un bon candidat, c'est le degré d'intégration. Par exemple, un type 6 désintégré sera un moins bon candidat qu'un type 4 plutôt intégré. Par contre, à degré d'intégration égal, le type 6 sera théoriquement meilleur qu'un 4. Voilà pour les rappels. Maintenant, si on analyse les données, on a un échantillon de 30 gagnants pour 29 personnes différentes, puisque Clémence a gagné 2 fois. Elle apparaît 2 fois dans le tableau. Alors j'aurais pu rajouter une ligne d'énéatype 6, puisque quoi qu'il arrive, le gagnant du feu sacré en sera un. Nicolas, Tania et Fred étant des énéatypes 6. Alors on peut déjà raisonner par centre. 74% des gagnants ne répriment pas le centre mental. C'est le dénominateur commun des 3/4 des gagnants. Et il y a un constat équivalent pour le centre instinctif. Quant à lui, le centre émotionnel est réprimé chez environ la moitié des gagnants. Par conséquent, on peut dire qu'un bon aventurier, a priori, c'est comme un bon James Bond ou un bon héros dans un film. Il a besoin d'une capacité d'action et d'une capacité de réflexion. Le centre émotionnel semble nettement moins utile que les deux autres. C'est vrai que diriger vers l'intérieur, ça apporte rien de particulier pour le jeu. Ça va pas nous rendre plus actifs sur le camp, ni plus alertes sur la stratégie, ni même meilleurs socialement. Une émotion, c'est juste un ressenti intérieur, rien de plus. C'est quelque chose de très personnel. Et diriger vers l'extérieur, par contre, là, ça va contribuer à améliorer le social. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des solutions de contournement à ça. C'est-à-dire que même si c'est un gros plus, le centre émotionnel n'a pas le monopole de la sociabilité. Par exemple, je pense au 6 de sous-type conservation, qui s'appelle cordialité. C'est quelqu'un de très chaleureux, même si cette chaleur humaine n'est pas émotionnelle chez le 6 mu, qui réprime l'émotionnel. Ensuite, je peux penser à l'énéatype 7 en général, qui même de variante alpha est très relationnel. Ou encore le 9, qui est fusionnel
et cela sans que ce soit nécessairement une fusion émotionnelle, hein, une empathie émotionnelle. Alors ceci me fait penser et dire que les capacités sociales d'un individu sont beaucoup plus complexes à décrire que ce qu'on pourrait croire. Par exemple, une base ou un critère de la sociabilité, ça pourrait être l'empathie, justement, car l'empathie nous rapproche des autres. Et par exemple, des chercheurs américains ont démontré qu'il existe en fait 3 formes d'empathie. On a une empathie cognitive, nous reconnaissons ce que ressentent les autres. Une empathie émotionnelle, on ressent ce que ressentent les autres. Une empathie compassionnelle, on veut aider à gérer la situation et les émotions des autres. Alors le parallèle se fait à merveille avec la théorie de l'énéagramme, puisqu'on retrouve une empathie reliée à chaque centre, et donc a fortiori au moins une petite part des capacités sociales qui émanent de chaque centre. Alors ça, c'était un premier constat par centre. Maintenant, si on continue un peu plus dans le détail par énéatype, on retrouve bien les types du triangle dont je pensais qu'il disposait d'un avantage. 16 fois, le gagnant a été soit un 6, soit un 9, c'est-à-dire 52% du temps, soit plus de la moitié des saisons, le jeu est remporté par un 6 ou par un 9. En revanche, on observe qu'il y a moins de type 3 que ce que je pensais. Alors peut-être que j'ai un peu surestimé les 3. C'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit juste avant, il y a une forme de logique à ce résultat, à savoir que le 3 réprime forcément soit l'instinctif, soit le mental. C'est comme un canard qui boite, c'est plus difficile de gagner une course. Autant ce qu'apporte le centre émotionnel peut être compensé par les autres centres quand il n'est pas là, autant l'absence du centre mental ou du centre instinctif semble clairement poser problème. J'avais parlé des 7 également comme plutôt favorisés. Bon voilà, ils sont là mais sans plus en fait. Peut-être que finalement avec du recul, c'est pas l'ego le plus adapté au jeu. Trop de sollicitations, je veux dire par là trop d'opportunités stratégiques. Ça aiguise l'appétit des 7 qui résistent mal, bien sûr, à ne pas s'engouffrer dans ce petit jeu. Il y a trop de plaisir à pratiquer la stratégie pour la stratégie en tant que telle, et pas au service d'une réussite et d'une victoire. C'est vraiment l'amusement qui prime, et une grosse partie de l'amusement réside dans la planification mentale des stratégies. On peut aussi voir le problème à l'envers et dire que Koh Lanta est un jeu avec un peu trop de bleu pour les 7. Voilà, j'ai listé quelques candidats qui sont susceptibles d'être décrits par ce que je viens de dire. Une piste intéressante pour les 7, ce serait de faire entrer en ligne de compte les préférences cognitives décrites par le MBTI. Notamment, je pense à la deuxième lettre, S ou N, sensitif ou intuitif. À savoir que ce qui pourrait sauver, entre guillemets, un 7, c'est la préférence pour la sensation. Alors pour rappel, comme les 7 sont quasiment tous des EP, la deuxième lettre va être très importante, elle va déterminer la fonction dominante, SE ou NE. Le NE, la fonction NE, est attirée par le fait d'amasser de l'abstrait, donc ça accroît l'attrait pour le domaine stratégique. Il envisage le futur par les possibilités que nous offre le monde. Tandis que la fonction SE va amasser du concret, donc sera plus attiré par la recherche d'expérience qui procure des sensations. Alors, je vous mets d'autres candidats 7 qui n'ont pas été spécialement stratèges et on peut se poser la question de savoir si c'est dû à une préférence pour la sensation. Alors il y a certainement d'autres critères en fait. Là je mets Maxine à droite par exemple, mais en y réfléchissant à 2 fois, je la verrais plus comme une intuitive et inversement peut-être qu'une Kumba est plus une sensitive. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'un 7 trouve son plaisir en plongeant son esprit dans le futur. Ça, c'est commun à tous les 7, c'est la définition même du type, un mental préféré vers l'intérieur. Mais que la source de son plaisir va varier. Dans la fonction SE, il va s'amuser en s'imaginant aller pêcher, et pendant qu'il pêche, il va s'imaginer ensuite aller chercher du bois, etc. Tandis que la fonction NE va s'amuser en imaginant faire une alliance avec A et B.
ou peut-être bien avec C et D. Ou même une alliance avec Denis, hein, ça peut être pas mal aussi. Tant que ça le fait marrer, le 7 imagine tout ce qu'il veut, hein. La faisabilité concrète, par contre, il s'en fiche, hein. Voilà, bon, pour en revenir aux gagnants, bah, globalement, je dirais qu'après les 6 et les 9, derrière, c'est équilibré. On voit les 1, les 2, les 3, les 7. Et enfin, en queue de peloton, on retrouve les 4 et les 8. Bon, bien sûr, hein, il n'y a pas de 5. Les 4, bah, pour les raisons que j'ai citées plus tôt dans la vidéo, hein, sa plus grande force n'en est malheureusement pas une à l'intérieur du jeu. Et les 8, bah, ils font pas trop dans le social, hein. C'est des personnes aussi trop clivantes en raison de la passion d'excès. Voilà pour cette vidéo. Alors mardi, on connaîtra un nouveau gagnant. D'après le sondage que j'ai fait dans l'onglet communauté, vous êtes beaucoup à voir Nicolas gagner. Je le pense aussi. Et ma foi, il ferait un excellent gagnant. Bah, cela dit, les 3 hein, feraient de beaux gagnants. Tania peut-être un tout petit peu moins théoriquement. En tout cas, à mes yeux, ce serait un peu moins le cas, mais ça m'empêche pas d'être pour elle. Allez, on verra ça mardi. Alors je pense que je ferai comme d'hab hein, une vidéo bilan de la saison. Allez, à plus, Mahatane.